Chers lighters, chères lighteuses, bienvenue dans cet épisode numéro 31. C'est un petit peu étrange aujourd'hui parce que ça y est, je suis dans mon nouvel appartement. Alors, ceux qui regardent sur YouTube actuellement, j'ai beaucoup d'excuses pour ce décor extrêmement moche et cet appartement qui semble un peu lugubre. Je suis arrivé hier soir. Ma mère vient de partir il y a 15 minutes, elle a rangé le canapé, mais moi j'avais pas trop le choix parce que tous les lundis matins, il y a Light, évidemment, et donc là c'est le bordel partout. Il y a pas mal d'affaires. J'ai même pas eu le temps de commander une box Wi-Fi que je suis déjà en train de tourner un podcast dans mon appart. C'est assez drôle. Mais bon, c'est comme ça aussi. C'est une forme de résilience et peu importe les conditions extérieures, en tout cas, on va pas dire peu importe, mais même si elles ne sont pas idéales, on peut quand même toujours se débrouiller et faire un podcast. Bon, j'ai mis sur ma table à manger le micro. Là, il y a des bananes à côté de moi. Bon, bref. J'ai même pas. Terrible. Terrible, terrible. J'ai même pas ma bouteille en verre. J'ai une bouteille en plastique. Mais heureusement, j'ai mon filtre juste à côté que j'ai ramené de la maison. Donc tout ça va être corrigé. Bref, pour ceux qui découvrent Light, mon objectif, il est simple, hein. Il est simple, comme chaque semaine, quelle que soit la graine que tu aies fleurie. Pour cet épisode numéro 31, j'ai 5 idées. 5 idées. Dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu de cet aménagement dans mon appartement et des galères que j'ai pu rencontrer, mais aussi de ce que ça a impliqué dans ma tête, comment je l'ai vécu un peu, et mine de rien, c'est que le début. En deux, on verra le paradoxe d'Ellsberg, un concept qui a été mis en lumière en 1961, si je dis pas de bêtises. En trois, pardon, on verra pourquoi l'excellence, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai eu des bons insights sur ça que j'aimerais partager. En quatre, on verra des idées de cadeaux de Noël. Je me suis dit que ça valait le coup de parler de ça parce que mine de rien, c'est un sujet qui est compliqué. Déjà, moi, à chaque fois, trouver des cadeaux, c'est l'enfer. Je trouve ça tellement difficile. En même temps, il y a un côté assez sympathique parce que tu peux faire plaisir aux gens et leur donner du plaisir. Mais il y a aussi de fortes probabilités que tu te rates. Et ça, c'est chiant. Et en 5, on verra l'éloge du papier. C'est à peu près tout pour cette semaine. Alors, grande annonce, il faut savoir que pour l'épisode 32, je vais faire une pause. Il n'y aura pas une semaine de délai, il y en aura 2. Je vous préviens parce que ça sera les fêtes. Je me connais un peu, je vais rentrer dans ma famille, etc. Parce que là, je viens de la quitter, mais j'y retourne dans une semaine. Je compte pas prendre mon matos et tout, ça va être trop la galère. Donc, il y aura une petite pause, mais ne vous en faites pas. J'espère que le Père Noël sera là pour vous réconforter durant cette phase, pour pas que ça soit trop difficile, parce que je comprends, bien évidemment, hein, que passer 2 semaines sans ma compagnie, ça peut être compliqué, hein, ça peut être très très compliqué. Après, si jamais vous voulez vous rapprocher et vous faire un beau cadeau, il y a toujours mon second cerveau qui est toujours disponible et qui coûte toujours 20 €. Pour l'instant, le prix n'a pas encore changé. Cette semaine, j'ai encore rajouté des notes, notamment un philosophe qu'on m'avait recommandé, très intéressant, une vidéo d'une bonne trentaine de minutes sur laquelle j'ai donné toute mon attention, qui est le capitalisme de la séduction de Michel Clouscar. J'ai beaucoup aimé, j'en parlerai pas cette semaine, mais bref, c'est une nouvelle note, entre autres, évidemment, dans ce second cerveau, accès à vie, etc. Bon, bref, je vais pas répéter toutes les semaines la même chose, je pense que vous avez compris, mais n'hésitez plus, c'est le moment de se faire un beau cadeau. On est parti pour le plan 2 semaines. Alors, je l'ai fait à l'arrache de ouf. Parce que là, il est 10h. Je me suis levé à 8h. Je suis allé faire des courses pour acheter des trucs pour le petit-déj avec ma mère. Parce que là, il y a rien en fait dans l'appart. Il est meublé. Ça, c'est cool. D'ailleurs, j'aimerais bien vous montrer un peu. Mais le truc, c'est que le micro n'est pas mobile. Contrairement à la caméra. On verra ça. Tant pis. C'est un podcast au bout d'un moment. Est-ce que je fais quand même un petit effort et je fais une vidéo et je l'incruste sur YouTube, et pour les curieux, je vais peut-être faire ça.
Je vais peut-être faire ça. Comme ça, il y aura un avant-après. Ça peut être sympathique. Même si, en vrai, je pense qu'il y aura pas tant de différence que ça, même si j'ai des très très bonnes idées que j'ai hâte de mettre à exécution. Bref, et ça, d'ailleurs, ce sera un des premiers points de commencer à s'approprier des lieux, etc. Je trouve que c'est super important. Donc, on est le 16 décembre aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a accompli sur la downlist? De mon côté, il y a eu 5 séances de sport. Je suis très fier, d'ailleurs, parce que j'ai vraiment mis beaucoup d'intentionnalité dans chaque séance. Et je me suis vraiment cette semaine senti progresser. J'ai commencé un nouveau truc, c'est que désormais je traque avec mon carnet d'entraînement un peu ce que je fais. Et je me suis fixé des objectifs, etc. Mais je sais pas pourquoi. Pour la première fois de ma vie, ils ont jamais été aussi importants. Je leur ai jamais donné autant d'attention. Et donc, il y en a un que j'ai battu, par exemple, c'était les, hum, les 100 burpees. En gros, je dois faire, c'est à la fin des entraînements, j'aime bien faire ça. Et c'est une sorte de mesure de performance qui est intéressante. D'ailleurs, je pense que c'est un des meilleurs moyens de savoir si on est en bonne santé ou pas, c'est la performance, mine de rien. Parce que quelqu'un qui est capable de produire de la performance, ça veut dire qu'il a une forme de vitalité qui est très forte, en fait. Et donc, bref, je fais les 100 burpees et je m'étais fixé un objectif qui était, au final, je m'en suis rendu compte, assez facile. Mais au début, je le trouvais dur. C'était de faire 100 burpees en moins de 8 minutes. Alors, pas d'affilée. En général, moi, je fais des séries de 15, je me repose, 15, je me repose, etc. Mais le but, c'est quand même d'avoir le moins en moins de repos possible, d'aller de plus en plus rapidement sur les séries de 15. Et donc là, j'ai fait, mon ancien record, c'était 8 minutes 34. Et là, je l'ai pulvérisé, j'ai fait 7 minutes 34. Je vous invite à essayer, vous allez voir, c'est assez dur. Je pense que je peux faire encore beaucoup mieux si j'enchaîne les 100 burpees d'affilée. Mais bon, ça demande quand même une bonne condition physique, ça demande d'envoyer au niveau du cardio, c'est pas mal. Bref, j'ai tourné une vidéo YouTube qui sortira sûrement dans une semaine ou deux, dont je suis très fier d'ailleurs. Le titre, ça va être «L'absence d'inconfort va ruiner ta vie». J'ai pas mal de choses intéressantes sur ce sujet et je pense que le monde entier a besoin d'entendre ça. Donc ça, vraiment très 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 fier. Et ça faisait longtemps que j'avais pas autant galéré. Et pareil, encore une fois, mis autant d'intentionnalité et d'effort dans quelque chose. Et c'est sûrement ce qui fait que j'en suis aussi fier. Bref, j'ai fait aménagement dans le nouvel appart, machin. Ah ouais, au niveau du sport, on a fait un truc aussi sympa, c'était les 10 km burpees. J'ai des potes qui ont organisé ça. C'est une sorte de course. Tu fais 500 mètres, 10 burpees, 500 mètres, 10 burpees, etc. Je l'ai terminé en 1h7, 1h8, un truc comme ça. Ah, c'est pas mal, hein. Mine de rien, je vous invite à essayer. C'était très cool, il y avait du monde et tout. On a fait ça entre potes. C'était l'anniversaire de mon petit frère, je lui ai fait un cadeau. J'ai bien avancé sur mon livre en ce moment, je lis Crime et Châtiment de Dostoïevski. Je suis page 250, un truc comme ça. Un peu horrible ce livre parce qu'il fait 800 pages. Et il m'est arrivé un truc bizarre aussi, c'est que j'ai eu des nausées pendant la lecture, un moment. Et c'était sur un passage particulier parce que le gars est en train de devenir complètement fou. Et c'est comme si, même moi, en tant que lecteur, je ressentais ça, en fait. Bref, ça m'était jamais vraiment arrivé. Bref, j'ai fait des restos avec des potes, 24 heures sans téléphone, bon bref, tous ces trucs. Au niveau des KPI, 2 heures de temps d'écran, j'ai pas regardé, pour être honnête, parce qu'il est là-bas. J'ai pas de wifi là dans mon appart. Je dois mettre un partage de co, mais je capte très mal. Et donc, il faut mettre le téléphone là-bas, au niveau de la fenêtre, pour capter. Et au niveau des objectifs, 5 séances de sport et 3 de muscu, ça je reste sur ça, ça me va très très bien. Deuxième objectif, transformer mon appartement en penthouse. Ça c'est le gros truc sur lequel cette semaine je vais mettre de la réflexion, j'ai déjà pas mal d'idées. Et d'ailleurs, c'est très intéressant comme démarche. Notamment au niveau de l'harmonie. Parce que pour avoir un beau lieu, de toute façon dans la recherche du beau, mais le beau ne s'étend pas que au superficiel et à l'apparence, je trouve qu'il y a constamment cette notion d'harmonie entre, par exemple, le salon, et là, je vais créer un espace bureau avec une belle bibliothèque, etc. Et donc, il faut réfléchir pour faire en sorte que cet espace aille bien avec celui-ci. Donc, il y a une question d'harmonie. C'est comme quand tu t'habilles, en fait. Tu fais en sorte que, tu vas pas mettre un pantalon rose et un haut rouge. Parce que c'est des couleurs qui sont complémentaires, mais qui se marient pas très bien ensemble.
Non, pour contraster le rouge, par exemple, tu peux mettre du jean. Ça serait pas trop mal. Et donc bref, c'est pareil, et on peut faire ça au niveau des couleurs, mais on peut faire ça aussi au niveau des formes. Par exemple, dans une pièce rectangulaire, c'est intéressant de mettre un tapis rond. Donc là, c'est ce que je vais faire. Et c'est un œil qui s'affine au fur et à mesure, mais je trouve que c'est intéressant. Ensuite, j'ai donc d'écrire une nouvelle vidéo YouTube, de passer Noël en famille. Jeudi, j'ai une soirée importante organisée par Poisson Fécond à laquelle je vais aller. Et j'ai un autre truc. Mais bref. Bref, on est parti donc avec la première idée de cette semaine. Aménager un nouvel appartement, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qui se passe? Bon, pour raconter très brièvement, parce que le but c'est pas non plus que je passe mon temps à vous parler de moi. Cette semaine, en gros, avant-hier, j'ai fait mes cartons, toutes mes affaires, etc. Et au final, je me suis rendu compte que j'avais pas tant d'affaires que ça. Mais par contre, j'étais content parce que tout ce que j'amenais, c'était vraiment des choses que j'aimais et que j'avais envie, peu importe les endroits, d'avoir avec moi. En fait, c'est-à-dire que si je déménage, je sais que la plupart des choses que j'ai amenées aujourd'hui, je vais encore les prendre dans 2, 3 ou 4 ans. Que ce soit des vêtements que j'affectionne particulièrement, des objets de décoration, ou encore ces bananes, parce que j'ai toujours des bananes avec moi. Non, mais plus sérieusement, c'est bien d'avoir ces périodes de changement, parce que ça permet de distinguer le futile de l'essentiel et de ce qu'on a envie de conserver de nous-mêmes. Et je pense que c'est la même chose dans des phases de transition personnelle, sans que ça soit physique, sans que ça soit un déménagement, mais je sais pas, un changement de carrière, un changement de relation, de partenaire. On est capable de savoir qu'est-ce qu'on a envie de conserver et qu'est-ce qu'on a envie de jeter en fait. C'est pour ça que j'aime autant les déménagements. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une forme de nouveau départ avec ça, et c'est plutôt agréable. Quand je suis arrivé là, c'était il y a 30 minutes. Je me suis assis, j'ai regardé un peu l'appart et je me suis dit, putain, je peux faire ce que je veux en fait. Genre là, vraiment, je peux faire ce que je veux. Il y a une forme de responsabilité et de liberté qui est assez forte, et je pense qu'il faut avoir quand même les épaules pour assumer ça. Et moi, je l'embrasse pleinement. Ça me fait plaisir d'avoir autant de skin in the game, d'une certaine manière. Parce que devenir adulte, je l'associerais à ces notions aussi de responsabilité, vis-à-vis de ses choix, vis-à-vis de son espace, vis-à-vis de sa carrière, de ses relations, à tous les niveaux, en fait. Et je pense que c'est le réel nous donne beaucoup de responsabilités quand on arrête de le fuir. Et c'est aussi peut-être une des raisons qui fait qu'on a tendance, de manière assez naturelle, à vouloir le fuir, parce que ces responsabilités peuvent parfois être un petit peu lourde à porter. Mais je sais pas, là, c'est comme si je veux avancer dans ma vie, il faut que je prenne ce sac de responsabilité avec moi. Et ça, c'est une des notions qui me semble être clé dans l'éducation, c'est celle, très rapidement, de faire comprendre aux enfants que s'ils font ça, alors ils obtiennent ça. Si par exemple ils mangent partout et qu'il y a des miettes partout, et en fait ils vont devoir les ramasser. Ou sinon, la prochaine fois qu'ils vont manger, leur assiette sera sale. Et limite, tu peux lui donner une assiette sale. Faudra juste lui expliquer aussi en amont que le sale, c'est pas génial. Bref, en tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé cette sensation. J'aime beaucoup le pouvoir aussi que ça donne, parce que beaucoup de responsabilités, ça donne aussi une forme de pouvoir qui est assez intéressant. Par exemple, sur cet espace, je vais pouvoir faire ce que je veux en fait. Je vais pouvoir vraiment faire en sorte qu'il me corresponde et que je me sente bien dedans. Donc ça, c'est un travail que j'ai hâte d'entreprendre et qui fait beaucoup de sens. Qui fait beaucoup de sens. Bref, donc j'ai fait mes cartons, etc. En gros, j'ai pris, si je résume, il y a pas grand-chose. Il y a des vêtements, du matos vidéo, quelques objets de décoration, un filtre à eau, enfin quelques trucs pour la cuisine. Et c'est à peu près tout. Des sacs, à quelques affaires de sport aussi. J'ai un gilet lesté, j'ai un truc pour faire des pompes, j'ai un rouleau de massage.
Ça, on en reparlera dans les idées cadeaux. J'ai pris des livres aussi. J'ai pris quelques livres, un peu mes préférés, ceux auxquels j'avais envie de tendre davantage. Donc j'ai pris Darwin, Descartes, Nietzsche, Rousseau. Euh, j'ai pris pas mal de trucs, Steve Jobs, bref, des trucs un peu classiques. À l'image de, enfin, je sais pas, c'est comme si les livres aussi, c'est tous les objets ont ce pouvoir, je crois. Et je rejoins beaucoup Platon sur cette idée selon laquelle on pourrait leur associer peut-être pas une âme, mais en tout cas ils existent. Et comme Martin Heidegger, c'est un philosophe allemand qui a une idée intéressante qui est celle de all being connect. En gros, pour lui, tous les humains et toutes les choses sont connectés. Et je pense que ça, en tant que, enfin, notre cerveau n'est pas capable de le percevoir, mais je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a une sorte de connexion universelle avec tout ce qui est qu'on comprend pas bien. Et même avec les humains, en fait, je pense qu'il y a la connexion et le fait qu'on soit tous dans le même bateau, déjà simplement parce qu'on est tous liés par un truc et on a tous un point commun qui est le fait d'être, ça fait que on a aussi une forte responsabilité par rapport à ça. Et donc bref, les objets, ça t'envoie vers des trucs. Et pour cette raison, d'ailleurs, je crois que je l'avais dit la semaine dernière, on va passer 80, en moyenne 84% de notre temps de vie dans des espaces intérieurs. C'est immense. Vraiment, c'est immense. Et donc, à mon avis, c'est très important d'aménager correctement son espace de vie et de le faire avec goût. Mais pas avec goût de manière universelle, c'est beau, c'est moche. C'est plutôt avec... pour moi, le goût, c'est plutôt l'attention et l'intention que tu portes à quelque chose. Et c'est pour cette raison que, en fait, quand tu vois quelqu'un qui est bien habillé dans la rue, c'est forcément quelqu'un qui a mis des efforts. Et pour cette raison, c'est difficile de ne pas le valoriser. Et, oh putain, c'est marrant, j'ai jamais vu les choses comme ça, mais j'aime bien. Souvent, on peut pointer du doigt les gens qui font des choses qui prêtent trop d'attention à l'apparence, mais il faut pas oublier que porter attention à l'apparence, ça nécessite quand même de faire des efforts. Et souvent, les gens qui pointent du doigt ça, c'est des gens qui en ont marre de faire des efforts. Et donc même le simple fait de bien s'habiller, ça demande de faire des efforts. Parce que ça prend en général un peu plus de temps, un peu plus d'efforts cognitifs. Ça peut, en tout cas. Et pareil, si là, cet espace, si je veux qu'il soit élégant à mon goût et que je me sente bien dedans, je vais devoir fournir des efforts. Je n'ai pas le choix. Et je pourrais dire que c'est pas important et que ça relève que des apparences, mais souvent, c'est aussi un moyen de se justifier de ne pas vouloir faire d'efforts. Et on le voit bien avec le corps. Un corps qui ne fait pas d'efforts est un corps qui se dégrade. Et je pense que c'est la même chose avec les lieux. Donc il y a un effort sur l'harmonie, il y a un effort sur l'entretien, avec le ménage aussi. Ça, c'est un truc sur lequel je vais devoir m'efforcer un peu plus. Et c'est difficile parce que bon bah quand tu mets des efforts dans quelque chose, souvent c'est au détriment d'autres choses. Peut-être pas au détriment, mais en tout cas il y a une notion de coût d'opportunité, c'est évident. Enfin bref, voilà, j'ai hâte d'aménager tout ça. Donc je suis arrivé, on a fait l'état des lieux et de sortie en même temps hier. J'ai récupéré les clés à 17h. Puis après, j'ai fait visiter un peu à ma mère la ville de Lyon. On est allé au resto dans un bouchon très sympathique. D'ailleurs, on a mangé du rognon. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est les couilles de porc, je crois. Et c'est très très bon, hein, comme avec une sorte de persillade et un peu de sel. Une pomme enfin de la purée à côté et des carottes. Pouah, magnifique, j'ai dormi comme un bébé et même ma mère mangeait ça alors que il y a beaucoup de gens qui je sais pas ils sont frileux par rapport aux abats et tout. Pas ma mère. D'ailleurs, elle m'a fait rire aussi parce que ce matin elle m'a dit bon, je vais tester ta douche froide hein, on va voir si elle est vraiment froide, enfin c'est fou quoi, je pense qu'il y a assez peu de gens qui trouveraient ça normal
alors qu'au fond, elle a tout intérêt à faire ça, à bouffer des rognons et à prendre des douches froides. Bref. Ok, on passe à la deuxième idée. Est-ce que j'ai rien d'autre à dire? Je vais peut-être juste finir sur la chronologie. Donc, il y a eu le déménagement. C'est un peu galère hein, d'amener des affaires dans un appartement qui est situé en ville. Moi, j'ai pas de voiture. J'ai décidé de la laisser à ma mère et de lui passer parce que en plein centre, c'est plus un fardeau qu'autre chose à mon avis. Et puis, je pense que c'est une bonne contrainte de s'imposer de tout faire à pied, même porter mes courses, etc. J'ai envie de le faire en fait. Je trouve ça bien. Je suis au premier étage, donc ça va. C'est pas trop haut. Et c'est très très bien insonorisé, même si je suis en face d'une rue qui est assez passante. Ça c'est cool. J'ai très bien dormi cette nuit. Maintenant, j'avoue que ça fait bizarre d'être tout seul chez soi, de rentrer. Je sais pas, il y a un truc assez nouveau pour moi, même le soir. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas encore totalement rassuré. Des fois, j'ai des pensées un peu, je dirais pas parasites parce pour moi, une pensée parasite, c'est un peu pointer du doigt un truc qu'on n'apprécie pas, mais qui fait quand même partie de nous, en fait. C'est comme pourrait dire Jung, c'est la part d'ombre. Des fois, tu sais, il y a des comportements chez toi que t'apprécies pas, il y a des pensées que t'apprécies pas, mais en même temps, elles font partie de toi, quoi. Donc, c'est toujours dur de se positionner par rapport à ça. Et moi, des fois, quand je suis tout seul, j'ai des pensées un peu bizarres et tout. Je me dis, putain, mais pourquoi, genre là, je suis en train d'imaginer que il y a Jésus qui va pop dans mon salon et qui va me jeter un sort. Et pourquoi je commence à avoir peur que ça arrive vraiment? Et pourquoi je me dis que si j'y pense vraiment, ça va vraiment arriver? Bref, des trucs un peu chelou. Et le soir, souvent, je me dis ça quand je suis tout seul, et donc, je suis pas très rassuré. Et le fait d'être tout seul dans un appartement, je le suis d'autant moins pour ces raisons. Par exemple, quand il fait nuit et que t'es tout seul dans ton truc, je sais pas, tu pourrais être un peu inquiet, etc. Mais en même temps, enfin, ça, je l'ai déjà vécu plein de fois, et le voyage seul m'a confronté à ces situations sur lesquelles des fois j'étais dans mon lit et limite j'avais envie de me cacher sous la couette. Mais je les ai affrontés, et au final, ça s'est plutôt bien passé en fait. Et donc là, c'est parti. C'est parti. Ok, bon bref, on passe à la deuxième idée. Le paradoxe d'Ellsberg. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est une expérience, vous allez voir, qui projette des leçons qui sont intéressantes. Ça a été c'est une étude qui a été menée, une sorte d'expérience menée par Daniel Ellsberg en 1961, qui a été formé à Harvard autour de la théorie de la décision. En gros, ce qu'il fait, c'est simple, c'est que dans une urne, il met 90 boules, dont 30 qui sont rouges. Et les boules restantes, elles sont soit jaunes, soit noires, mais leur distribution, elle est inconnue. Peut-être qu'il y en a 15, peut-être qu'il y en a 20, peut-être qu'il y en a 30 noirs et seulement 10 jaunes. On sait pas. 50 noirs et 10 jaunes, on sait pas. Maintenant, on a des participants qui doivent faire le choix entre l'un des deux paris suivants. Soit tu prends le pari A et tu dis, ok, qui tire une boule rouge gagne, les boules jaunes et noires sont perdantes. Ou le pari B, qui tire une boule jaune gagne, les boules rouges et noires sont perdantes. Donc là, imagine dans ta situation, est-ce que tu prends la boule rouge, est-ce que tu prends le pari A, ou est-ce que tu prends le pari B? Bon, dans cette situation, la plupart des gens, ils font le choix du pari A. Parce qu'on connaît la probabilité d'avoir une boule rouge. C'est 1 sur 3. Par contre, la boule jaune, on sait pas. Peut-être que c'est plus, mais peut-être que c'est moins. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer les paris, mais on va garder la même distribution, etc. Le pari C, il propose cette fois que si tu tires une boule rouge ou noire, tu gagnes, sachant que les boules jaunes, elles sont perdantes. Et le pari D lui propose que soit tu tires une boule jaune. Alors, pardon, le pari C, c'est une boule rouge ou noire gagne, les jaunes sont perdantes. Le pari D, c'est une boule jaune ou noire qui gagne, les boules rouges étant perdantes. Et donc là, dans cette situation, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des gens font le choix du pari D. C'est-à-dire, je sais que j'ai une chance sur 3 de perdre, donc je vais prendre les boules jaunes ou noires. Sauf que là, il y a un truc intéressant, c'est qu'il y a une contradiction par rapport aux probabilités
qui sont contradictoires entre le pari A et le pari D. Parce qu'au début, on dit, bon bah, comme j'ai pas pris le pari B, c'est-à-dire les boules jaunes gagnent, je suis parti du principe qu'il y avait moins de boules jaunes que de boules rouges, mais si je prends le pari D, je fais l'inverse. Et donc, ça c'est intéressant parce que ça met en évidence que, en fait, on a tendance, en général, à choisir des probabilités qui sont connues, qui sont certaines. Euh, Et dans une situation d'incertitude, nous avons tendance par défaut à choisir les options qui éliminent l'inconnu, qui éliminent l'incertitude et qui éliminent le risque, d'une certaine manière. Et ça, c'est une des notions que j'ai utilisées pour ma vidéo YouTube, parce que je trouvais que l'exemple était extrêmement pertinent. On voit que, en fait, naturellement, et c'est encore un... Il y a un truc que j'ai compris avec les romans et les histoires en général, c'est que ce qui compte souvent, c'est pas d'amener des nouvelles leçons auxquelles personne n'a pensé. Et le dev perso souvent se trompe à cet égard parce qu'il veut constamment révolutionner les méthodes, les conseils, les choses qui vont permettre d'améliorer sa vie et de se développer en tant que personne. C'est bien et parfois ça permet de développer des nouvelles idées, mais les idées qui marquent le plus ne sont pas les meilleures idées, sont les idées qui sont le mieux amenées. Ça, c'est la force de la plupart des médiums artistiques, notamment le cinéma, qui en fait va prendre tout son temps pour raconter une histoire, machin, etc., pour à la fin simplement te livrer un message auquel enfin, un truc que tu connais déjà, du style, les personnes toxiques, regarde, quand tu t'en es coupé, en fait, ça t'a fait trop du bien et ça a changé ta vie. Ah, regarde, en fait, la fraternité et partager des choses avec des amis, bah c'est ça le plus important et tu pensais que c'était l'argent. Voilà, ça c'est des choses qui sont un peu basiques, quoi, et tu t'ouvres pas mal de livres de philo ou de dev perso ou de Lao Tse ou je ne sais quoi, tu vas avoir ce genre de conseils, mais en fait, quand il y a tout un storytelling autour, etc., ça donne beaucoup plus de poids et ça permet de mieux conscientiser l'information et de mieux l'appréhender. C'est pour cette raison que, en fait, maintenant j'ai compris dans mes vidéos que le storytelling était aussi important. Parce que le storytelling, ça permet petit à petit de... En fait, c'est une sorte de papier cadeau, quoi. T'attends petit à petit, tac, touf, tu commences à découvrir, etc. Et quand tu vois le truc, t'es en mode, ah, waouh, si c'est bien. Et si ça résonne avec un truc que t'as envie d'entendre aussi. Ça, c'est très, très important. Les gens, ils veulent entendre un truc avec lesquels enfin, c'est une projection qui leur plaît, quoi. C'est pour ça aussi, enfin bref, et d'où le cinéma, les histoires, c'est aussi important. Et donc, si je reviens avec l'idée numéro 2 de ce podcast, on voit bien que l'incertitude, on a tendance à la fuir. Il y a un autre phénomène qui est celui du biais du risque zéro, qui montre la même chose. Dans une étude, quand on demande aux participants s'ils préfèrent une option A qui réduit un risque de 5 à 0%, ou une option B qui réduit un risque de 50 à 25%, la majorité des gens choisissent l'option A, alors que l'option B, proportionnellement, réduit beaucoup plus les risques. Mais on préfère une situation qui n'a pas de risque plutôt que celle qui comporte un petit risque. Et aujourd'hui, le risque, c'est associé à l'inconfort, à l'incertitude. Il est évité à tout prix. Et on le voit bien, en fait, que ces situations d'incertitude dans nos quotidiens, on tend à les réduire de plus en plus. Elles se font de plus en plus rares parce qu'on sait ce qu'on va manger ce soir. On anticipe la météo, on planifie nos vacances, on a nos séries Netflix qui nous attendent avec les nouveaux épisodes qui sortent chaque semaine, pardon. On est capable de prévoir les bouchons à l'avance, etc. Et ça, c'est une loi universelle, hein. Tout ce qu'on n'utilise pas, on le perd. En tout cas, il commence à se perdre. Et moins tu utilises ta capacité à faire face à l'incertitude, moins tu es capable de l'appréhender et de gérer avec. Sauf que le problème, c'est que le réel est rempli d'incertitudes, que tu le veuilles ou non. Tu ne pourras rien y faire. Et on le voit bien, dans un monde rempli de certitudes, les crashs boursiers, le Covid, etc., c'est des moments justement d'incertitude assez forts on est incapable de planifier, qui font le plus de dégâts. Parce que le risque le plus dangereux, c'est celui que tu ne vois pas. Et le risque le plus dangereux, c'est aussi celui pour lequel tu n'es pas préparé. Et tous les risques
les plus dangereux sont ceux que tu vois pas, donc par nature qui sont incertains et incapables d'être planifiés. Donc le meilleur moyen que tu peux faire en sorte de t'y préparer, bah c'est de t'exposer assez régulièrement à l'incertitude. Ça fait sens. Et donc d'une certaine manière aussi à l'inconfort. Même si on voit bien, hein, comme le montre le paradoxe d'Ellsberg, que bah, même s'il faut faire des contradictions, même si on réduit les proportionnalités, de réduire le risque, etc., on préfère les situations qui ne sont pas incertaines. Donc c'est dans l'être humain, quoi. Il est câblé pour ça. Et il faut apprendre un peu à combattre cette tendance naturelle par moment. Je pense. Même si, là, c'est là tout le paradoxe, c'est combattre cette tendance naturelle. Je viens de dire un truc qui n'a pas de sens, parce que c'est une tendance naturelle. Donc elle n'est pas à combattre. Et en réalité, si tu réfléchis bien, l'incertitude et l'inconfort est partout dans ta vie. Avant, tu n'avais pas besoin de prendre des douches froides pour te mettre en galère. Il faisait assez froid dehors, et tu avais juste un poêle à bois, et tu n'avais pas la température à 22 degrés toute la journée dans ton appart, ça bougeait pas, non. Non, bien sûr que non. Et puis, tu devais aller chercher à manger, etc. Donc, les situations d'inconfort et d'incertitude étaient déjà présentes. Et là, aujourd'hui, c'est à nous, si on veut être un peu plus dans cette nature, de consciemment les mettre dans notre environnement. On n'a pas le choix. Ok, troisième idée. Pourquoi l'excellence n'est pas ce que tu crois? Je bois un peu d'eau dans cette bouteille en plastique dégueulasse, là. Eau du robinet, en plus. C'est la dépression, là. Hein. Là, ça y est, je sens qu'il y a, ça y est, là. Il se passe, j'ai des seins qui commencent à pousser, ça va pas. Ok, bon, vous savez, je dis ça, mais je sais pas si vous êtes au courant. Euh, il y a un vrai truc avec les œstrogènes dans l'eau du robinet, dans le plastique, enfin, en général, dans ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Et il y a une sorte de, enfin, je sais plus exactement la source, mais il y a un endroit dans le monde où il y a des poissons qui ont changé de sexe, notamment pour cette raison, parce qu'en fait, ils étaient exposés à trop de perturbateurs endocriniens et tout, et trop d'œstrogènes. Ce qui est assez ouf. Bon, bref. Pourquoi l'excellence n'est pas ce que tu crois? Je vais commencer par une citation que j'aime bien de David Ogilvy. C'est un mec dans la pub qui a une citation d'ailleurs que j'aimais beaucoup, qui était celle de quand t'as écrit le titre, t'as dépensé 80% de ton budget publicité. J'en parlais beaucoup dans ma formation de ça. Bon bref. Ok. I have no ambition to preside over a vast bureaucracy. Je n'ai pas l'ambition de diriger une vaste bureaucratie. That is why we have only 19 clients. The pursuit of excellence is less profitable than the pursuit of bigness, but it can be more satisfying. Donc, j'ai pas l'ambition de diriger une grosse bureaucratie machin, on a que 19 clients, et la quête de l'excellence, elle est moins rentable que celle de la grandeur, mais elle est beaucoup plus satisfaisante. Et j'aimerais aller dans une autre définition, mais on en parlera après ça. Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup, parce que aujourd'hui, l'excellence est, à mon goût, bien trop une mesure quantitative que qualitative. On juge un business en fonction du chiffre d'affaires qu'il produit. Et oui, c'est une bonne métrique, et les métriques, c'est quelque chose quand même d'assez important. Ne soyons pas dupes. Mais en fait, je pense que, comme il le dit, la quête de l'excellence, elle est moins rentable que celle de la grandeur. Mais par contre, elle est beaucoup plus satisfaisante. Et en fait, on le voit bien aujourd'hui, tout ce qui prend de la place, tout ce qui devient grand, mais vraiment très très grand, que ce soit des grandes entreprises ou je ne sais quoi, est quasiment obligé de le faire au détriment de la qualité de ce que ça produit et de ce que ça permet d'avoir. Et ça, en fait, c'est un peu une des raisons pour lesquelles j'ai décidé, moi, de fermer ma société et d'arrêter d'aller dans tous les sens et de faire de plus en plus d'oseille. Parce qu'en fait, je voyais bien que je trouvais ça assez contradictoire d'ailleurs, mais que je m'éloignais d'une forme d'excellence et d'une forme de satisfaction. Et ça, c'est assez fou parce que mine de rien, c'est très contre-intuitif aujourd'hui. Euh, on passe notre vie à essayer de scale et à essayer d'augmenter les performances, mais souvent, enfin, ça dépend ce que tu mets derrière la performance, c'est souvent au détriment de l'excellence. Donc l'excellence, pour moi, c'est pas ce qu'on croit, dans le sens où la personne excellente n'est pas la personne qui a la plus grande entreprise, n'est pas la personne qui a
peut-être gagner le plus de médailles, etc. Quoique ça c'est encore assez différent, mais l'excellence c'est plutôt vraiment ce truc de prendre le temps de faire quelque chose qui apporte beaucoup de satisfaction et qui n'est pas obligé d'être grand en fait. Pour moi, un artisan qui est, je sais pas, qui a son atelier, comme j'en ai rencontré un à Reims de sculpture. Pour moi, cette personne incarne pardon, beaucoup plus l'excellence que le PDG qui va manager 100 personnes en fait. Bref, il y a une autre citation que j'aime bien, que j'ai écrit sur Substack, c'est le succès ne consiste pas à gagner une compétition, il s'agit plutôt d'apporter une contribution. Et je pense qu'on apporte plus de contribution en étant excellent, de manière individuelle tout d'abord, plutôt que en gagnant une compétition. Parce que gagner une compétition, ce n'est pas forcément signe d'excellence. Et je pense qu'aujourd'hui, la compétition aveugle un peu trop les gens. Et qu'on n'est plus capable d'avoir cette... Hier, ma mère au resto, elle me demandait c'est quoi je pensais que c'était quoi une de mes meilleures qualités. Enfin, en gros, je lui avais posé la question, elle me l'a renvoyée. Et je lui ai dit, je pense que j'ai une bonne force de discernement. C'est-à-dire d'être capable de juger qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas, etc. Et c'est sûrement pour cette raison que j'ai arrêté les formats courts, ma société et tout, parce que je voyais bien que je m'éloignais bizarrement de l'excellence et de l'essentiel. Et que, en fait, c'était un peu... Enfin, je suis un compétiteur et que cette caractéristique qui était en moi de compétition prenait le dessus par rapport à des choses qui étaient en fait plus importantes. Et donc, la compétition, elle a tendance un peu à nous aveugler et à nous envoyer vers la grandeur. Sauf que souvent, ça peut être au détriment de l'excellence. Donc, il faut y faire attention, à mon avis. Bref, quatrième idée, on va parler des idées de cadeaux de Noël. Ça n'a rien à voir, mais c'est tout aussi intéressant et drôle. Petite citation de Bill Perkins. You don't retire on money, you retire on memories. Donc tu fais pas ta retraite sur l'argent, mais plutôt sur tes souvenirs. Et ça, je pense que c'est cool pour introduire les idées de cadeaux de Noël et pour parler un peu de ce sujet. Bon, comme je l'ai dit en intro, la plupart des cadeaux, souvent, c'est un peu un fardeau. C'est plus un fardeau qu'autre chose parce que on sait pas, on a un peu peur de se rater, de manquer le coche, puis il faut offrir à plusieurs personnes, il y a un budget à respecter, etc. Et moi, j'ai remarqué un truc, c'est que c'est mieux d'offrir quelque chose et que la personne soit en mode ok, c'est pas trop mal, etc. Plutôt qu'elle soit dans l'obligation de faire semblant que ça soit bien. Et je trouve que c'est marrant parce que on voit bien comment est-ce que les gens procèdent quand ils font des cadeaux, et moi souvent aussi je fais ça, c'est que déjà c'est un peu à la dernière minute. Ensuite, on essaye de se mettre à la place de la personne, mais comme on peut pas trop se changer, bon bah il y a toujours notre prisme à nous, et perso moi c'est impossible que j'achète un truc que j'aime pas un minimum. C'est pas trop, enfin ça le fait pas. Par exemple, mon petit frère, il pourrait me demander une console de jeu, et c'est le seul cadeau qu'il veut, et ça coûte pas cher et tout, je m'en fous, je lui achète pas ça, genre, c'est pas possible. Parce que là, ça irait un peu trop à l'encontre de ce que j'ai envie pour lui. Et je pense qu'un bon cadeau, si vous voulez vous questionner sur est-ce que votre cadeau vaut le coup ou pas, c'est est-ce que dans un an, il sera encore là ou pas. Parce que je trouve que on achète trop des putains de futilités tout le temps, quoi. Et avec Noël, c'est dur parce qu'il y a une pression qui fait qu'on est dans l'urgence, on n'a pas le choix. Mais souvent, on va acheter des trucs un peu pourris. Mais heureusement, il y a des objets qui sont un peu universels. Genre les livres, par exemple, tu sais que bon, bah, si t'offres un livre, il y a des chances que dans un an, la personne, elle l'a encore. Et au pire, c'est pas un fardeau de oh putain. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé, on m'a offert des cadeaux, je mets pas du tout. Et donc, bah, en fait, je m'en débarrasse, quoi. Et limite, c'est pire. Tu donnes un fardeau à la personne, genre, toi, t'étais dans une posture de ah putain, faut que j'achète vite un cadeau, donc tu prends un truc vite fait, tu lui offres le truc, sauf que ça lui plaît pas, et donc faut que il s'en débarrasse, mais il va pas essayer de te vexer, donc il va pas le montrer, il va pas te le dire, et quand tu vas venir chez lui, genre, toi, tu vas dire, ouais, il est où, machin? Oh, je sais pas, dans le placard. Moi, j'ai déjà vendu
Genre un pull que m'avait offert mon frère, parce que j'aimais pas du tout, et il était un peu triste, quoi. Ce que je comprends. Mais bon, bref. Essayez d'acheter des objets qui ne seront pas des fardeaux pour les gens. Quitte à ce que ça soit moins bien. Genre, enfin, je sais pas. Mais ouais, ça, c'est déjà la première responsabilité. C'est comme en médecine, en fait. Ne pas nuire. Bah, c'est pareil avec les cadeaux de Noël. Voilà la première règle, ne pas nuire, ne pas offrir des fardeaux aux gens parce que on est obligé d'acheter un cadeau. Et dans cette dynamique-là, c'est limite mieux de rien acheter que d'acheter un truc de merde. Même si rien acheter, c'est un peu galère parce qu'il y a aussi il y a l'intention. Ça, c'est un truc qu'on peut pas quantifier d'ailleurs, qu'on peut pas mesurer, mais qui pourtant a son importance. Genre moi, quand la personne elle vient, elle va au sapin, elle me donne un cadeau dans les bras, ça me fait plaisir. Je vis un moment assez sympathique. Mais ça n'a pas besoin d'être un gros cadeau en fait. Ça peut être un truc pas genre tu pourrais emballer une banane, ça me ferait genre j'aurais le même effet en mode il a pensé à moi, il m'a offert un petit truc. C'est ça qui est très important. Bref, je vais donner des objets que j'aime bien. Peut-être ça va vous donner des idées de cadeaux. Alors, le premier, est-ce que je l'ai à côté de moi? Non, je l'ai mis dans les toilettes. C'est le tabouret physiologique. Ça coûte 20 balles. C'est très très pratique parce que ça permet de faire caca en toute confortabilité. Pas sûr de confortabilité, ouais, je pense que ça passe. Deuxième idée de cadeau, un filtre à eau. Ça, c'est super, super utile. Moi, j'ai ceux de la marque Berkey. Je crois qu'il y en a. Parce que j'ai fait une collab avec eux, mais ça m'a saoulé parce que c'est très bien leur produit, mais ils m'ont filé un code de réduc, mais je devais le donner en secret. C'était super chiant. Je crois qu'il y a une autre marque qui propose à peu près la même chose, mais moins cher. Donc regardez des filtres à eau, franchement c'est très important et ça régale. Hein. Une fois que vous êtes habitué à consommer ça, je peux vous dire que vous avez vraiment plus du tout envie de boire l'eau du robinet. Hein. C'est parce que vous voyez à quel point c'est dégueulasse. C'est comme quand tu manges bio et qu'après tu remanges une pomme entre guillemets normale, la normalité cimère. Tu te rends compte à quel point c'est pas bon, genre. Et c'est fou ça. Ça c'est vraiment fou. Ensuite, autre idée, le vitaliseur de Marion. Ça permet de, moi j'utilise pour la cuisine. Ça permet de cuire ses légumes sans perdre les vitamines, mais c'est trop pratique. T'as juste à les découper, tac tac. Tu fais chauffer l'eau, bim, c'est parti. En plus, ils ont trop un bon goût, etc. Je recommande vraiment à tout le monde. En plus, c'est un bel objet. Vous pouvez le laisser dans la déco parce que c'est full inox et tout. Des chaussures minimalistes, ça peut valoir le coup pour renforcer un peu vos pieds. Une barre de traction, une chaise romaine, un truc comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Euh, Puis même si les gens ils font pas de sport et tout, pour le coup ça c'est un bon fardeau. Genre donne-lui ce fardeau tous les jours, il va voir le truc, il va se dire oh putain, faut que je fasse du sport quoi. Et et il y a vraiment aussi cette quand vous allez acheter vos cadeaux, dites-vous que un objet utile, ça peut être aussi un objet de déco et que le simple fait qu'il soit beau, ça peut suffire. Parce que comme le disait Platon, ça tend à faire un peu la même chose et offrir un bel objet à une personne, même s'il n'est pas spécialement utile. Je sais pas, ça peut être une très belle poêle, par exemple. Même si c'est un peu chiant et qu'on se dit, bon, Cimer t'offre une poêle, mais allez voir, une très belle poêle en inox qui est fait de manière artisanale et tout, vous allez voir que quand tu as ça et que tu cuisines avec ce truc, t'as envie de pas la rayer, t'as envie de cuisiner un truc sympathique, t'as envie de faire les choses bien, en fait. Donc moi, je pense que j'ai envie d'offrir des objets qui vont dans cette dynamique. Un rouleau de massage aussi, une autre idée. Mais des objets de déco, ça peut être une belle plante. Ça fait toujours plaisir et ça renvoie vers des trucs qui sont plutôt cool. Ça peut être un beau livre, même si la personne va pas le lire. C'est un bel objet en fait le livre. Donc voilà, plutôt. Je pense qu'offrir des beaux objets, ça peut être cool si on sait pas exactement ce qu'on doit prendre pour les gens et qu'on les connaît pas bien et tout. Achetez juste un truc beau en fait. Enfin, et vous avez votre définition du beau, évidemment, mais essayez d'acheter un truc beau et ça sera déjà bien. Maintenant, un autre truc aussi qui peut être cool d'offrir, c'est ce que j'ai fait là pour mon petit frère pour son anniversaire, c'est que je lui ai offert un voyage ensemble au Danemark. Comme je vous l'ai dit, j'ai trop kiffé les pays du Nord. Du coup, je me suis en même temps fait un cadeau par la même occasion, ce qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Et donc, dans 2 mois, on va se faire un trip pour la première fois de notre vie entre frères. Et offrir des voyages, en fait, je trouve que c'est trop bien. C'est trop bien. Si vous prenez un temps un peu d'avance, vous connaissez... offrez un voyage aux gens, genre c'est vraiment cool. Et ça peut pas coûter si cher en vrai. Ça coûte pas si cher. Genre là, un aller-retour au Danemark pour 2 personnes dans 2 mois avec mon frère, ça m'a coûté genre 180 balles. Perso, je trouve que c'est pas cher quoi.
Je trouve pas ça cher. Bon bref, voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, tout ça. Dernière idée, l'éloge du papier. Mmh. Je suis un peu KO là, je vous avoue. Ça fait combien de temps? Ça fait 44 minutes. Ah ouais. Ouais, c'est peut-être parce que je suis pas encore, je suis dans l'espace. Enfin, j'ai tellement de choses à faire aujourd'hui que je me sens un peu débordé, j'avoue. Mais bon, on va essayer de pas bâcler, de prendre le temps, pas faire de la précipitation. Petite respiration, allez, c'est parti. Ah, tout va bien en fait. Tout va très bien. Ok, alors, pourquoi éloge du papier? Bon, déjà, il y a un truc important, c'est qu'il faut savoir que notre mémoire n'est pas fiable. Ok? Une étude menée en 2002 par Kimberly A. Wade de l'université de Victoria de Wellington a démontré qu'on pouvait inventer des souvenirs dans la mémoire des gens. Sur 20 participants, il y en a 10 qui étaient convaincus d'une manipulation, comme quoi, quand ils étaient enfants, ils avaient fait un tour en montgolfière, juste parce qu'en fait, on leur avait petit à petit exposé à des photos et tout, et ils pensaient que, ouais, en fait, quand ils étaient petits, ils avaient fait de la montgolfière, alors que pas du tout. Et ça, c'est fou. Ça, c'est complètement fou. Et mine de rien, ça arrive tous les jours. Je sais plus qui a dit ça, mais bon, la personne la plus simple à duper, bah, c'est nous-mêmes, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on se ment beaucoup à soi-même, notamment parce qu'on a envie de garder une bonne image de nous. Et ce qui est bien avec le papier, c'est qu'il permet de revenir à la réalité de la manière la plus brute possible. En fait, contrairement des fois à ce qu'on pourrait écrire sur l'ordi ou à une photo, etc. Et moi, je l'ai vu ça avec l'entraînement. En fait, donc là, j'ai commencé à, j'ai un, non, il est là, non, c'est pas celui-là, mais bon, ça ressemble à un carnet comme ça. J'ai un carnet tout le temps dans mon sac avec moi et un crayon et je note ce que je fais en termes de performance. Par exemple, à la muscu, bon, bah, voilà, là, série de traction, 12, 10, 8, 7. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai tendance un peu à me surestimer et à me dire, en vrai, ça, je suis sûr que je peux le faire. Bon, ça, en vrai, je suis sûr que je peux le faire. Mais revenir constamment à ce réel par l'intermédiaire du papier plutôt que du téléphone parce qu'on y est tout le temps dessus déjà et que pendant que je m'entraîne, bah, j'ai pas envie d'avoir mon téléphone en fait. Genre vraiment pas. Et bah c'est cool parce que ça permet d'être un peu plus en phase avec ce qu'il est. Et par exemple sur les tractions, je pensais que j'étais plus fort que ça. Je pensais que j'étais capable d'en faire plus, sincèrement, et je m'étais un peu convaincu et je m'étais dit oui, je peux faire 20 tractions d'affilée, genre je pense ça le fait, tu vois. Mais j'ai essayé, je me suis donné à l'entraînement et je me suis rendu compte que non, genre c'était pas vrai. C'était pas vrai que je m'étais menti à moi-même. Et donc maintenant je l'écris, je dis regarde, là t'as fait ça la semaine dernière. Et tu vas arrêter de te dire je pense que j'ai progressé, je vois bien. Non, il y a des chances que ça se trouve tu vas pas progresser. Mais ça c'est inconfortable parce que imagine tu vas t'entraîner, tu notes dans le carnet que t'as pas progressé, ça casse les couilles. Mais au moins tu reviens au réel, tu reviens au plus proche possible de ce qu'il est. Et c'est pour cette raison le papier j'aime beaucoup en fait. Mais c'est même plus simplement le fait d'avoir un carnet d'entraînement et ça peut être un carnet sur plein d'autres trucs. Genre l'écriture, par exemple, combien t'as écrit de caractères, combien de temps ça t'a pris. Je sais pas, il y a pas mal de choses. Bah, après, je trouve que le sport, c'est vraiment un des meilleurs moyens de mesurer parce que la notion de performance est très liée avec la notion d'excellence, justement. Enfin, ça peut en tout cas. Alors que par exemple, bon, bah, c'est pas parce que t'as passé 2 heures assis sur ton bureau à écrire que t'as été meilleur que le fois où t'étais 45 minutes. C'est un peu différent. Bref. Deuxième chose sur le papier, c'est que un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de bouton supprimé. Contrairement à l'ordinateur ou au téléphone. Quand vous écrivez un truc, c'est trop tard. Et donc ça, c'est bien parce que c'est une sorte de, ça bride moins la créativité, je trouve. Et d'ailleurs, il y a aussi moins cette, en fait, voilà, ce qui est dangereux avec les écrans aujourd'hui, c'est qu'on nous a fait croire à une image de perfection. Et c'est pour cette raison que le papier, ça permet de revenir à une forme de réel qui est par exemple, ah bah oui, des fois je vais barrer, ah bah la page blanche, elle a pas besoin d'être parfaitement bien écrite, etc. Et en fait, revenir au papier, c'est reconnecter encore une fois un peu plus au réel et à ce qu'il est. Alors que les écrans, souvent, ils nous illusionnent, ils nous dupent. Donc c'est pour cette raison, je pense que revenir un peu plus de papier. Maintenant, moi, ce que je fais là, dans mon manteau, j'ai une poche intérieure. D'ailleurs, j'ai acheté un bête de manteau qui m'a coûté 500 balles chez Saint James, mais il est vraiment trop stylé. C'est genre un manteau de marin et tout. Et genre quand je l'ai acheté, j'étais en mode
putain, let's go, c'est trop bien. Genre. Et bon, bref, dedans, j'ai une poche intérieure. C'est vraiment le mec qui vit dans les années 70, mais j'adore. Tu sors la petite poche, hop, le petit carnet avec le petit crayon, et tac, 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 j'écris mes trucs. Quand j'ai fait ma journée sans téléphone, bah, c'est ce que j'ai fait. Et je trouvais ça trop bien parce que, en fait, enfin, je sais pas, il y a un truc trop satisfaisant. Et d'ailleurs, je pense que vous devenez un peu une sorte d'anomalie pour les gens. Genre, ils vous regardent, ils sont en mode, what the fuck, pourquoi il fait ça? Mais justement, aussi, c'était de la curiosité parce que, en fait, un téléphone, c'est merdique. Il y a rien à dire sur quelqu'un qui est sur son téléphone. Par contre, quelqu'un qui est en train de lire un livre, et c'est pareil, regardez, si vous êtes dans la rue et vous lisez une Kindle, ça me donne aucune information. Si j'ai envie de te parler et peut-être on a des choses super intéressantes, qu'on est en train de lire le même livre, on n'est même pas au courant. Alors que si tu l'as en physique et que je vois que tu es en train de lire Nietzsche, je vais arriver, je vais dire, voilà, alors, c'est comment ta volonté de puissance, cher ami? Et bim, en fait, tu peux interagir avec les gens et il peut se passer des trucs très intéressants. Et c'est pareil avec le papier, en fait. C'est tout de suite beaucoup plus sympathique, alors qu'un écran, on sait pas ce qui se passe en fait. On voit pas grand chose et ça donne moins envie. Donc quand vous sortez un carnet dans un, là c'était au café pendant que j'étais en train de commander et que vous écrivez votre petite note et tout, bon bah tu vois bien que les gens ils sont en mode what, c'est marrant, je vois pas trop ça. Donc je recommande vraiment d'aller un peu plus vers le papier. En tout cas, moi, c'est la dynamique vers laquelle je tends en ce moment. D'ailleurs, hein, c'est un truc important à préciser, c'est que là, dans mon appart, il y aura pas de télé. Je vais vraiment pas mettre de télé parce que en fait, je me dis, vas-y, tu sais quoi, si tu veux vraiment voir un bête de film et te faire kiffer, bah frère, va au cinéma à 10 minutes, à pied, genre. Va vraiment au cinéma et tu vas voir, ce sera encore plus cool. Plutôt que d'avoir la possibilité et le confort de tous les jours pouvoir regarder dans un truc... je sais pas, ça me plaît pas. J'ai pas envie d'aspirer, d'aller vers ça. Et c'est pour ça qu'avoir son logement, c'est... Putain, c'est une dinguerie, là. Je vais vraiment pouvoir mettre toutes les règles en place dont je rêve. Genre... oh. Ah, c'est trop bien. C'est vraiment trop cool. Parce que il y avait pas mal de choses où, bah, c'était normal, j'étais chez ma mère, donc j'étais obligé de faire des compromis. Pareil, encore une fois, c'est le réel. Tu t'illusionnes avec le virtuel en te faisant croire que tu vas pouvoir faire ça comme ça va être bien et tout, mais tu reviens dans le réel et bim, tu dois faire des compromis. Et du coup, bim, t'es déçu. Donc bim, tu repars dans le virtuel. Et bah non, en fait. Revenons au réel, reconnectons. Et un autre truc aussi avec le papier, mine de rien, c'est que bah t'arrêtes de partager toute ta vie à Meta, ce qui de temps en temps ne fait pas de mal, ou en tout cas à Apple. Ce qui peut être cool, même si moi je suis pas. En fait, c'est juste que tu captes bien qu'aujourd'hui, enfin, il y a une dépendance aux écrans qui est tellement forte que je pense la réduire un peu, ça fera de mal à personne. Hein, et c'est la newsletter que j'ai écrit cette semaine sur ce sujet. 5 raisons de vivre sans téléphone, même si c'est seulement pendant 24 heures. Ouais, moi, là pour Noël, j'ai demandé quoi? J'ai demandé un beau crayon. Et ça, je sais que bah, ça va me donner en fait davantage envie d'écrire et je vais davantage valoriser le fait d'avoir du papier et de l'utiliser, quoi. Et puis même, je sais pas, quand t'as un beau crayon dans ton manteau, c'est... Bah, je sais pas, il y a un truc que je trouve stylé. Je trouve stylé. Je deviens peut-être un peu vieux aussi. C'est des délires de vieux, ça. D'avoir des, d'avoir des manteaux en laine et de sortir un carnet pour écrire. Mais je sais pas, moi je trouve ça stylé. Donc, let's go. J'en ai rien à foutre de ce que les gens pourraient en penser. Attention. Il faut pas, enfin, je suis pas je suis pas d'accord avec l'idée selon laquelle le jugement des autres, on s'en fout. Parce que c'est pas vrai et c'est pas possible. Tu peux pas t'en extraire. Mais par contre, t'as le choix plus ou moins conscient de le subir ou non. Enfin, en fait, dans tous les cas, tu vas le subir, mais c'est plus est-ce que tu le fais quand même ou pas. Et donc, bref, ça, c'est un genre de truc qui suscite des regards qui sont plutôt intéressants, en fait. Bref. On arrive à la fin du podcast de l'épisode 31. C'était le dernier avant la trêve hivernale qui va durer, il y aura juste une semaine, quoi, sans podcast. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Le second cerveau, premier lien en description. Moi, je vais vous laisser. J'ai pas mal de taf. J'ai aussi un call à 14h là pour le mentorat. J'aimerais bien caler une séance de sport. J'aimerais bien avoir internet aussi. Bref, il y a pas mal de taf. Merci de suivre. On a passé une bête d'année, n'empêche. On a quasiment fait toute l'année ensemble. Hein. Sinon, ça ferait 52. Donc, ouais, on a fait une bonne partie. C'était trop bien. Et je crois qu'on se reverra l'année prochaine pour le prochain.
Putain, j'espère que ça tombe pas le premier, parce que si c'est le premier, ça va être un peu... Attendez, je vais vérifier, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Quand est-ce que sortira le prochain épisode de Light? Putain, si ça veut bien marcher. Ah ouais, ça sera le 30. Bon, c'est bon. Le 30, je serai là. Bon, bah, on a encore un dernier épisode. Allez, c'était Dali. Prenez soin de vous. Joyeux Noël. Il faut profiter bien avec vos proches. C'est des moments importants. Soyez présents. Soyez présents. C'est ça qui compte. Et faites des efforts. Allez, ciao, ciao.